Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie suffit. Bilan de 2023, que s'est-il passé? Quels ont été les hauts, les bas? Est-ce que c'est dans la douleur qu'on apprend? Quels ont été les coups durs et les joies? Eh bien écoutez, c'est ce bilan qu'on va faire dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes, et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Salut tout le monde! Super heureuse de vous retrouver pour le dernier épisode de podcast de l'année. J'avais envie de faire un épisode spécial, j'avais envie de vous proposer quelque chose de spécial et vraiment pouvoir vous enregistrer un épisode qui change un petit peu de d'habitude. Or, en fait, on arrive en fin d'année et moi j'ai plus de jus du tout. Là, au moment où j'enregistre cet épisode, je m'apprête à prendre 2 semaines de vacances off avec mes parents. Parce que j'ai beaucoup tiré sur la corde cette année et que j'ai besoin de repos. Et du coup, je vous ai sollicité pour savoir un petit peu ce qui vous plairait comme épisode. Et vous avez presque toutes répondu à l'appel let's go pour un bilan en fait, savoir un petit peu ce qui s'est passé en 2023 et voilà, donc j'avais envie déjà de vous proposer un tout petit bilan sur ce qui s'est passé entre nous, vous et moi, parce que ça a été encore une grande histoire d'amour cette année dans le podcast. Faut savoir que cette année, truc de ouf en fait, faut le dire, le podcast a comptabilisé quasiment 8 millions d'écoutes cette année, juste en 2023. Donc c'est quand même un délire, hein. Faut dire les choses comme elles sont, c'est quand même quelque chose, moi j'ai vraiment du mal à réaliser. Et comme je le dis toujours, heureusement que je m'en rends pas compte en fait de tous ces gens qui m'écoutent ou de tous ces gens qui partagent le podcast ou quoi que ce soit, parce qu'en fait je pense que sinon ça m'intimiderait énormément, que ça me figerait, ça me paralyserait et que peut-être finalement que ça me déconnecterait un peu de ma spontanéité. Donc c'est pas plus mal. Et d'ailleurs quand vous me dites mais Chloé, tu t'en rends compte quand même de tous ces gens que t'aides, etc. Non, et c'est tant mieux, comme ça au moins je garde les pieds sur terre et je suis pas intimidée, donc voilà. Mais ouais, 8 millions d'écoutes, c'est juste un truc de dingue. Donc merci du fond du cœur. Il y a plus de 50% d'entre vous, en fait, qui m'ont écouté pour la première fois cette année sur le podcast. Donc je suis très touchée. Je sais pas pourquoi, je l'explique pas spécialement. Peut-être qu'il y a eu plus de sensibilité, je sais pas trop. Mais juste merci, bienvenue. Je suis super heureuse que vous puissiez découvrir le podcast. Le podcast, je suis contente en fait que vous puissiez me découvrir via le podcast en général parce que c'est cool, il y a que ma voix, il y a pas d'image, donc il y a pas de préjugés, il y a pas d'a priori, à part sur le fait que je suis égocentrique et que ça en dérange beaucoup. Mais sinon, je veux dire, c'est trop cool. Donc voilà, merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur aussi d'avoir partagé énormément les épisodes parce que le podcast a été énormément partagé, beaucoup par WhatsApp, beaucoup de liens qui ont été envoyés. Et ça me fait rire parce que du coup, on a tous les mêmes réflexes de dire « Ah vas-y, écoute ça, c'est trop bien !» et surtout à nos mecs et à nos copines. Donc c'est trop cool, voilà, juste vraiment merci. L'épisode le plus écouté, ça a été l'énergie que l'on dégage. J'ai été très surprise parce que je pensais que ça allait être un épisode qui ne fonctionnerait pas du tout. Et finalement, je me suis trompée. Voilà, je l'explique pas, mais voilà, ça a été votre épisode préféré. Et l'épisode le plus partagé, et ça c'est sans aucune surprise bien sûr, c'est l'épisode sur la polarité au sein du couple, le yin et le yang. Et comment trouver sa place en fait au sein du couple, et ça je ne suis absolument pas surprise parce que vous êtes super nombreux à l'avoir partagé à votre partenaire. Donc voilà, donc juste vraiment un truc de malade. Il s'est passé énormément de choses cette année entre nous, donc déjà juste dans le podcast, mais il y a eu également beaucoup de choses en fait qui se sont passées juste même au niveau Maison Bloom, Chloé Bloom. Il y a eu des nouvelles sorties, on a sorti le programme autour du couple qui s'appelle Couple Initiatique, la suite, on a sorti Intimité Alchimique, j'ai commencé à apporter ma voix auprès d'entrepreneurs, chose que j'avais quand même du mal à faire avant ça. Donc j'ai lancé mon mastermind. Ensuite, j'ai lancé des masterclass en direct et il y en aura encore plein d'autres parce que j'ai tellement kiffé faire ça avec vous autour du leadership, de la croissance, de la visibilité. C'était vraiment top. Il y a eu le programme Sensuel qui est sorti très récemment et qui a cartonné. Enfin, il y a eu vraiment plein de choses. Il y a juste pas eu, en fait, d'événements en présentiel organisés par Maison Bloom. Par contre, il y a eu des conférences, des dédicaces, des trucs. Donc, ça a été trop génial de vous rencontrer et je vous remercierai jamais assez de prendre à ce point-là le temps de vous déplacer, de mettre des mots, de mettre des commentaires. Quand vous me croisez dans le métro, dans la rue, d'avoir toujours des mots gentils, juste merci. Et puis,
Sachez que s'il n'y a pas eu d'événements organisés directement par Maison Bloom cette année, il y en aura en 2024, c'est dans les clous, on est déjà en train d'essayer d'organiser ça. Moi, je ne lâche absolument pas mon rêve d'un jour pouvoir tous se retrouver autour d'un feu, faire une danse extatique au milieu de la forêt. Voilà, bon, je suis toujours dans mon utopie et on espère que ça arrivera un jour. Voilà. Mais c'est dans les cordes et on est en train d'essayer d'organiser ça pour la rentrée septembre 2024 pour qu'on puisse tous se rencontrer et passer une super immersion d'une journée à se défouler, à kiffer tous ensemble, voilà. Donc, on vous tient au courant, mais il y a plein de très belles choses qui arrivent en 2024. Mais juste merci, en fait, pour 2023. Et donc aujourd'hui, écoutez, ça va être un épisode hyper égocentré, autour de ma petite pomme, comme on les aime. Et je sais, tant pis, si ça plaît pas aux gens qui, eux, ont du mal à assumer leur égocentrisme, on s'en fout, c'est pas grave. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai envie de vous faire ce bilan-là assez égocentré finalement sur tous mes grands apprentissages de 2023, c'est parce que tout ce que je peux vous déposer en fait en un épisode bilan, c'est toujours des choses qui vous permettent en général, qui sont très générales, qui nous concernent tous et toutes, et qui vous permettent aussi d'aller regarder vous en fait ces apprentissages, où est-ce que vous les avez eus en fait dans votre vie, est-ce que peut-être que c'était il y a des années et peut-être que ça va créer des déclics, et puis au contraire, est-ce que vous pouvez vous retourner sur votre année 2023, peu importe l'année que vous avez vécue, et essayer d'observer les périodes les plus hautes, donc c'est-à-dire les vraies phases hautes que vous avez eues de joie intense, avec une intensité positive, les joies, le fun, le rire, les réussites peut-être que vous avez eues, les sensations d'accomplissement, les fiertés, les moments de partage, les moments intimes, tous ces moments de connexion que vous avez eus, et peut-être aussi les événements marquants finalement très positifs, parce que ces périodes hautes, elles ont aussi des leçons à nous apporter, et c'est des moments qui sont marquants en fait, d'avoir des périodes hautes, même quand il n'y en a pas beaucoup, quand on vit des périodes hautes. Et me dites pas qu'il n'y en a pas eu, parce que j'y crois pas. On a tous la capacité d'avoir des petites périodes hautes, même quand c'est petit et même quand on vit des années qui sont difficiles. Et ces périodes hautes, en fait, elles sont très riches en apprentissage parce qu'elles nous font vivre quelque chose de nouveau et qu'elles créent une ouverture à l'intérieur de nous. Et quand on vit une période qui est haute, quand on vit quelque chose d'intense, agréable, en fait, positif, je vais même dire, on se dit « Waouh, ça j'adore, j'en veux plus dans ma vie ». C'est pour ça que j'adore l'expression « plus de ceci dans ma vie, s'il vous plaît ». Quand je fais des stories sur Instagram ou des choses et que je suis en train de vivre un moment qui est super épanouissant, et c'est ce mindset, c'est cet état d'esprit dans lequel j'ai envie d'être à fond pour 2024, c'est mais plus de ceci dans ma vie, s'il vous plaît. Plus de saveur, plus de jouissance, plus d'orgasme, plus de ma famille, plus de mon chéri, encore plus de moments avec mes amis, plus de sport, plus de ceci dans ma vie parce que c'était trop bon. Et le fait de se dire ça face à des phases qui sont positives, des périodes hautes, on arrive encore plus à se rendre compte du bonheur et de la joie que ça peut être d'avoir des périodes hautes, et on arrive encore plus, je trouve, à avoir des leviers d'action, des leviers d'inspiration, des leviers de repos, des leviers de transformation. Et puis c'est aussi d'observer les périodes les plus basses, parce que mine de rien, ces périodes basses, ces périodes très difficiles, ces gros coups durs, ces mauvaises nouvelles, ces phases de dépression parfois qu'on a, ces phases de peur, ces phases de tristesse, ces événements marquants très tristes, eux aussi ont toujours une leçon. Il y a toujours des apprentissages. Je vais plutôt parler d'apprentissage que de leçons, parce que les leçons, je trouve ça assez moralisateur. Et je suis pas en train de vous dire d'essayer de trouver le cadeau absolument dans ces événements merdiques. C'est trop de discours sectaires. Je crois que j'ai vraiment tenu ces discours en plus à un moment donné. Oui, il y a toujours un cadeau, vois le cadeau tout de suite, etc. Bien sûr qu'il y a toujours un apprentissage à faire et un cadeau mal emballé, comme on aime à le dire dans le dev perso. Mais je préfère parler d'apprentissage et pas de vous dire d'essayer de trouver les cadeaux là-dedans, parce qu'en fait, la seule chose à faire, c'est de vivre nos émotions et de traverser la tempête comme on peut en fait. Et bien sûr que je peux vous donner des exemples, mais bien sûr que quand on apprend une maladie d'un proche, moi cette année j'ai appris que ma maman avait un cancer du sein, et j'ai pas envie de dire oh génial, ok il y a un cadeau, vas-y j'ai envie de le trouver, pas du tout en fait, j'ai juste eu envie de pleurer comme pas possible, j'ai eu envie de me rapprocher de ma maman, et bien sûr qu'au final l'apprentissage ça a été de me dire j'ai encore plus envie de profiter d'elle, mais j'ai pas eu envie, et je ne le ferai certainement pas, de me dire ok, il faut que je trouve pourquoi, ça veut dire qu'il y a ci, alors sûrement c'est un signe que ça, non. Et j'en reparlerai dans l'épisode justement, ça a été aussi un de mes grands apprentissages de lâcher la spiritualité dogmatique et les discours sectaires, parce que je m'y retrouve pas et que ça me correspond pas. Donc bref, voilà ce que je vous invite à faire pour cette année. Suite à cet épisode, si vous en avez envie, bien sûr, c'est pas obligatoire, on n'est vraiment pas du tout obligé de faire son bilan. C'est prendre un carnet, vous notez vos périodes les plus hautes et tout ce que ça vous a donné envie de créer et tout ce que ça a pu poser en vous comme intention et comme plus de ceci dans ma vie SVP. Et les périodes les plus basses et les plus difficiles, qu'est-ce que ça vous a donné encore plus
plus envie d'avoir dans votre vie ou de ne pas avoir finalement. Et donc ce sont des apprentissages. Et je vous partage quelques-uns des miens. Donc c'est jeter sur le papier comme ça ceux que j'ai envie de partager avec vous. Il y en a plein d'autres, certains dont j'ai pas spécialement envie de partager parce que c'est assez intime, d'autres parce que je pense ça ferait des sujets d'épisodes entiers de podcast, mais en tout cas il y en a quelques-uns déjà qui peuvent être liés à mon métier ou liés à des choses dont je vous ai déjà parlé. Une des premières choses, c'est que cette année, je me suis rendu compte qu'en fait, depuis toujours, le problème relationnel que j'ai, il n'est pas avec les hommes, il est avec les femmes, à savoir qu'en fait, depuis toujours, depuis que je suis ado, gamine, c'est des femmes dont je veux absolument avoir la validation. Ce qui fait que je m'écrase constamment devant les femmes. Alors que c'est pas du tout un comportement que j'ai devant les hommes où je pose beaucoup plus facilement mes limites et je m'affirme, etc. Au contraire, je suis même un peu fermée et très dans mon énergie yang, dans mon armure, on va dire. Mais avec les femmes, je m'écrase tout le temps. Ce qui fait que j'adapte ma personnalité, que je ne pose pas mes limites, que je me fais marcher dessus, que je fais le paillasson. Je veux toujours être appréciée des femmes et du coup, j'essaye constamment en fait d'être leur copine. Et au point de ne pas me respecter, de ne pas respecter mes limites en fait et de vraiment me faire piétiner. Et je m'en suis rendu compte que cette année parce qu'en fait mes limites ont été tellement franchies que je me suis retrouvée vraiment dans des états très difficiles au niveau même nerveux. Enfin, j'ai dû vraiment me faire suivre. Heureusement que j'ai des thérapeutes qui ont été là pour moi parce que je me suis retrouvée plusieurs fois dans des états émotionnels trop douloureux à vivre et même dans des états de sidération pour aller plus loin. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose que tu n'as pas récupéré, il y a une part de toi en fait, il y a un pouvoir que tu continues de donner aux femmes et que tu n'as pas récupéré. Et ça, dans mon monde à moi, en tout cas cette année, ça s'appelle la souveraineté émotionnelle. Et c'est qu'en fait, ça fait des années et des années que je n'ai pas ma pleine souveraineté émotionnelle entre les mains face aux femmes, parce que j'endure des choses qui ne sont pas acceptables pour moi, pour essayer d'être appréciée par les femmes. Parce que depuis toute jeune, clairement, je dois faire mes preuves comme quoi je suis sympa. Et j'ai beaucoup eu ce genre de trucs. Je sais que j'en ai déjà parlé dans des épisodes de podcast, et il y en a beaucoup parmi vous d'ailleurs qui ont réagi. Mais j'ai toujours fait partie des nanas qui doivent faire double effort pour prouver qu'elles sont sympas, que c'est pas des connasses, que je cherche pas à écraser. Mais même avec mes copines, c'était le cas. Même avec mes meilleures amies, il fallait que je prouve que non, j'essayais pas d'accaparer l'attention de tout le monde, que non, j'allais pas leur piquer leur mec, que non, j'étais pas en train d'essayer de faire la belle et de les humilier. Enfin voilà, donc il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et je pense que ça m'a marqué et que aujourd'hui j'ai 31 ans et qu'en fait c'est moi qui continue d'entretenir ce truc en pensant qu'en fait on va encore m'attendre au tournant. Et évidemment que par mon métier je suis énormément attendue au tournant, j'en ai déjà parlé, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois en réalité. Bien sûr à chaque fois que je vais en conférence il y a des femmes qui viennent me voir, et des hommes aussi, mais surtout des femmes qui viennent me voir dans l'unique but d'essayer de me trouver des défauts et confirmer que de toute façon je suis une imposture et que je suis une connasse, enfin voilà, c'est souvent comme ça en fait. Et même dans ma vie perso, donc évidemment on le sait, si c'est quelque chose de répétitif, c'est moi le dénominateur commun. Et cette année ça a été vraiment l'année où je me suis rendu compte que en fait que je faisais moi-même le paillasson et que j'entretenais cette posture d'accepter des choses qui n'étaient pas tolérables pour moi. Tout ça parce que je me sens coupable d'un truc que j'ai pas fait, constamment. Je me sens coupable si des femmes ne m'aiment pas, alors que c'est pas le cas avec les hommes. Et cette année, en fait, je me suis rendu compte que ça allait trop loin. J'ai vécu même du harcèlement. J'ai vécu du harcèlement qui a été assez douloureux. Donc évidemment, c'est des choses que je n'étale pas, mais qui sont aussi difficiles et qui sont attenantes à mon job, évidemment. Du harcèlement, jusque dans ma vie privée, je me suis sentie en danger plusieurs fois physiquement. J'ai eu des menaces de mort. Enfin bref, il y a eu des choses comme ça. Et en fait, c'est parti tellement loin que j'ai eu un déclic un matin. Je me suis levée et j'ai vécu beaucoup de sidération et je me suis levée un matin et je me suis dit mais en fait moi je peux plus continuer d'endurer cet état de paillasson, tout ça pour essayer d'être appréciée par des femmes. En fait là je m'aime pas en faisant ça et je me respecte pas et visiblement cette stratégie que j'emploie depuis longtemps elle ne marche pas. Donc est-ce que je peux aussi dire stop? Je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je connais mon intégrité, je connais mon authenticité. Est-ce que je peux arrêter d'essayer de prouver que je suis sympa? Est-ce que je peux arrêter de prouver qu'on peut être copine? Est-ce que je peux arrêter aussi d'avoir la validation des femmes constamment et donc de m'écraser? Est-ce que je peux aussi me faire respecter? Est-ce que je peux aussi couper avec tous les liens et toutes les relations toxiques et toutes les personnes que je trouve toxiques qui ne respectent pas mes limites parce que de toute façon, elles ont décidé que j'étais une vraie connasse. Et peu importe ce que je ferai, ça n'y changera pas.
Et je me suis vraiment réveillée un matin comme ça et je me suis surtout rendu compte qu'en fait, les limites qu'on pose avec les autres et qu'on pose avec des comportements des autres, parce que parfois, il y a même des gens qui vous apprécient mais qui ont des comportements qui sont pas OK pour vous, parce qu'on a tous des limites qui sont différentes. C'est pas pour empêcher que les gens franchissent ces limites-là, c'est pas pour empêcher que les gens entrent en vous, en fait. C'est plutôt pour conserver ce qu'il y a en vous à l'intérieur. C'est-à-dire que poser ces limites, en fait, c'est pas pour empêcher qu'on les franchisse, mais c'est pour garder ce que j'ai en moi à l'intérieur de moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte cette année plus que jamais, avec le harcèlement et avec les différentes choses que j'ai pu vivre, les agressions, quand on se fait agresser, quand on est dans une posture de paillasson, il y a un bout de notre âme, un bout de notre souveraineté qu'on donne à l'autre. Et en fait, on perd une partie de nous. Et pour moi, ça, c'est un drain énergétique. Et c'est aussi quelque chose qui s'explique bien sûr énergétiquement. C'est assez intéressant d'ailleurs à aller observer dans le subtil. Mais c'est un vrai drain énergétique quand on a peur, quand on se sent humilié, quand on se sent fracassé, quand on a la sensation en fait de devoir se faire piétiner pour pouvoir être apprécié. Et c'est un drain énergétique au point où je me suis rendu compte même que j'ai tourné pendant plusieurs mois à bas régime et à, allez, pour donner un chiffre, 60% de mes capacités énergétiques. Je me sentais tout le temps fatiguée, tout le temps dans la peur, tout le temps dans la sidération. Mon système nerveux était complètement en PLS et je me sentais vraiment comme si j'avais perdu un morceau de moi en fait. Ce genre de choses, Natacha Calestrémé, elle a même écrit un livre d'ailleurs, enfin elle en a écrit plusieurs, La clé de mon énergie et trouver ma place et toutes ces choses qui sont très intéressantes. Et elle en parle très bien, d'ailleurs elle parle même de recouvrement d'âme. Je vous invite vraiment à aller vous intéresser à ses travaux parce qu'elle en parle très très bien. Et que ce drain énergétique, il existe vraiment et que ce bout de nous finalement qui a été pris par quelqu'un d'autre ou qu'on a donné à quelqu'un d'autre, j'ai pas envie d'accuser non plus, donc je trouve que c'est intéressant d'aller le voir sous les deux prismes, c'est vraiment là en fait, et qu'on le ressent forcément. Pour moi, le mot, c'est souveraineté. C'est vraiment, je me suis rendu compte que j'avais remis ma propre souveraineté dans les mains de quelqu'un d'autre. Je donnais un bout de moi à quelqu'un. Et c'est pas OK, en fait. Et qu'à chaque fois que je me fais écraser par une femme, ou critiquer par une femme, ou détester par une femme, ou humilier par une femme, ou quoi que ce soit, la première réaction que j'ai, et j'ai cette réaction uniquement avec les femmes, c'est de me plier en quatre, encore plus, pour être aimée. Et d'accepter ce qui est non acceptable, je culpabilise de ne pas être aimée parce qu'il y a quelque chose que visiblement j'ai fait pour ne pas être aimée, même quand j'ai rien fait. Et ça, c'est quand on est... c'est clairement de la blessure d'abandon, c'est clairement un besoin de validation, mais c'est aussi un personnage d'enfant fautif qui se pointe, d'enfant coupable qui se pointe, et c'est aussi quelqu'un qui est persuadé que si on ne l'aime pas, c'est pas normal, c'est qu'il a forcément raté quelque chose. Et ça, je sais que je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, ça fait plusieurs années, mais là, ça a été vraiment, waouh, ok, je récupère ma souveraineté émotionnelle, c'est terminé, et vraiment, tout ça m'appartient, donc même quand on m'agresse, au lieu de me plier en quatre pour essayer d'encore plus me faire valider, je dois aussi voir, ok, mes limites, elles sont où ? Qu'est-ce que je peux garder à l'intérieur de moi ? Garder ce qui est à moi et ne pas donner un bout de moi à l'autre. Le deuxième grand apprentissage de cette année, ça a été aussi concernant ma souveraineté, mais je dirais plus concernant ma souveraineté sur le plan physique, sur le plan sexuel, sur le plan féminin. Et c'est aussi pour ça que cette année, ça a été l'année où j'ai pu parler enfin des abus, du harcèlement sexuel. Ça a été l'année où j'ai pu sortir le programme sensuel alors que ça faisait des années que je rêvais de vous le sortir. Physiquement, j'ai vécu plusieurs choses et notamment avec avec la meilleure appréhension, on va dire, de mon énergie sexuelle, avec de la transmutation sexuelle, avec l'approche tantrique, avec le Tao, avec le travail dans la sexualité, avec le travail de l'orgasme, avec toutes ces choses-là. J'ai pu revivre et j'ai pu réguler des traumas qui étaient là depuis des années par rapport à des abus sexuels et j'ai enfin récupéré mon corps. Et c'est un truc de fou de dire ça en fait, je trouve. À 31 ans de se dire j'ai récupéré mon corps, alors bon, je sais pas qui j'étais barré bien sûr, mais c'est simplement qu'en fait, je considérais que j'en étais pas la propriétaire. Je trouve ça terrible, fatal de dire ça en fait, c'est vraiment... Ok, mon corps est à moi, mais en fait, c'est à moi. C'est moi la propriétaire, c'est moi la détentrice. Et ça, je l'avais pas. Je me sentais pas détentrice de mon image, pas détentrice de mon corps, pas détentrice de ma beauté, pas détentrice de ma sensualité. Et je me diminuais sans cesse pour essayer de correspondre à ce que les propriétaires de mon corps, soi-disant, voulaient que mon corps soit.
Donc ça peut être un peu compliqué dit comme ça, mais en gros pour moi, toutes les personnes qui ont pu me harceler ou avoir des mots extrêmement durs ou me faire vivre des abus et des choses comme ça physiquement et liées à ma féminité, ma sensualité, ma sexualité quand j'étais plus jeune et les dernières années, en fait, dans mon inconscient, je crois que je les ai placés en propriétaires de mon image et de mon corps et que c'était uniquement eux qui devaient dire comment je devais me comporter, comment je devais être, comment physiquement je devais être, quelle partie de moi je devais assumer et de quelle partie je devais avoir honte. Et encore une fois, en fait, j'avais remis un truc qui m'appartient entre les mains de quelqu'un d'autre. Et j'en suis totalement la responsable. Hein. Et cette année, c'est vraiment toutes ces choses qui sont remontées et j'ai eu en fait, mais merde, terminé quoi. Attends, mon corps c'est à moi. C'est comme si je venais de réaliser. Mon corps, c'est à moi. Ma sexualité, c'est la mienne. Ma sensualité, c'est la mienne. Mes fantasmes, mes désirs, ma sensualité, mon apparence, ma beauté, ma féminité, tout ça, c'est à moi. Pourquoi je continue à laisser quelqu'un définir ce que je dois être ? Parce que j'ai l'impression que c'est lui qui a de l'autorité sur moi. Et donc, j'ai récupéré ça, pareil. Donc, c'est un chemin, mais je crois que cette année, il y a eu vraiment des révélations, vraiment des déclics qui sont arrivés... Ouais, petit à petit, et ça a été aussi dans des coups durs, ça a été aussi parce que j'ai revécu des traumas, parce que j'ai vraiment vécu des trucs, je me suis mis face à des hontes hyper profondes par rapport à mon féminin, et hop, c'est ressorti, travail de l'ombre, de nouveau. Et en fait, terminé, je ne me diminuerai plus sans cesse pour pouvoir être appréciée, je ne me diminuerai plus parce qu'on m'a dit que j'étais trop, je n'essayerai pas d'être différente de ce que je suis parce qu'on m'a dit qu'en fait j'étais pas belle, pas sensuelle, pas féminine, pas sexy et que j'étais repoussante et moche. Et à côté de ça, je ne me diminuerai plus non plus parce qu'on, dès que je suis bien dans ma peau et que je m'assume, on me dit que je fais la belle ou que je suis culpabilisante. Et en fait, non. Je récupère ma souveraineté sur le plan physique, le plan ressenti. Quand je dis physique, c'est pas juste l'apparence, c'est vraiment le ressenti. J'arrête de douter de moi. Et j'ai l'impression d'avoir fait péter des coutures d'une cuirasse que je m'étais mise depuis que j'ai 14 ans. Voilà. Le troisième apprentissage que j'ai fait, c'est aussi de faire du tri dans mes relations amicales. C'est pour ça que cette année, j'ai énormément parlé de relations amoureuses, familiales et amicales. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus non plus envie de laisser... alors, le mot, c'est pas n'importe qui, c'est faux. Mais j'ai plus envie de laisser certaines personnes que je sens pas alignées à moi atteindre ma propre énergie. Parce que, comme je vous parlais de drain énergétique, c'est vraiment ça que je ressens. Et c'est qu'en fait, plus que jamais, et ça c'est énormément lié à mon métier, je dois profondément protéger mon intimité, parce que je vis énormément d'intrusions au quotidien, bien sûr, mais que du coup, dans mon cercle privé, je dois aussi faire attention, et j'ai envie en tout cas, c'est pas je dois, c'est j'ai envie de faire extrêmement attention de qui je m'entoure, parce que j'ai déjà des relations qui sont extrêmement épanouissantes, j'ai déjà des amis qui sont là depuis toujours, des gens qui me connaissent d'avant que je fasse ce job aussi, et qui du coup ont toujours été dans une extrême sincérité avec moi et qui continuent de l'être. Et j'ai pas envie de rentrer dans des relations bizarres, j'ai pas envie de rentrer dans des relations en tant que Chloé Bloom. Moi j'ai envie d'être juste Chloé, la petite meuf normale, simple, qui a pas du tout de métier par rapport à la notoriété ou je sais pas quoi. Et ça a été une décision assez radicale pour moi cette année de me dire au fait je dois faire le tri dans mes relations. Il y a plein de choses que je sens pas dans certaines relations que je continue d'entretenir alors que pourtant il y a des trucs que je sens pas, je sens qu'il y a des projections, je sens que parfois il y a des jalousies ou je sens qu'il y a des trucs de l'opportunisme ou je sens que il y a des attentes que moi j'arrive pas à combler parce qu'en fait je me rends compte que cette personne elle est pas si importante que ça pour moi et au lieu de laisser un peu traîner le truc, il vaut mieux être sincère, c'est bien meilleur pour les deux personnes en fait. Donc j'ai fait du tri. J'ai resserré mon cercle privé, j'ai appris enfin à protéger mon intimité sans trop culpabiliser. Je me suis vraiment autorisée à enfin me ressourcer. Je me rappelle que l'an dernier, Franck Lobvet m'avait dit, en fait, tu te rends pas compte, mais qu'en gros, de toujours fréquenter des gens qui sont un peu dans la même sphère, le même travail, la même chose que toi, c'est des choses qui... Enfin, c'est pas ça dont t'as besoin, en gros, et toi, t'as besoin de revenir à des trucs simples. Et c'est vrai que 2023, ça a été une année où je me suis complètement recentrée sur mes amis d'enfance, ma famille, mon chéri, et ça m'a fait le plus grand bien. J'ai l'impression de revenir à moi. C'est bizarre, hein, dit comme ça, c'est bizarre, mais j'ai vraiment eu la sensation de revenir à moi et de vous proposer du coup des choses qui me ressemblent aussi beaucoup plus, et encore plus dans de la simplicité, de la spontanéité, et ça fait grave de bien. Franchement, ça fait tellement du bien. Voilà, bon. Écoutez, je sais pas ce que vous ferez de tout ça, mais voilà, je crois que c'était vraiment ça, le mot simplicité, revenir à des trucs simples, reprendre des vraies vacances, prendre soin de mes vraies relations avec des trucs simples. J'ai envie de fréquenter des gens qui soient simples, des relations qui sont simples. Et en fait, je crois que la simplicité, alors c'est un luxe de fou,
Mais la simplicité, quand on arrive à mettre de la simplicité dans nos relations, notre business, notre style de vie, notre manière de penser, on est beaucoup mieux dans notre peau, faut dire ce qu'il en est. On se pose beaucoup moins de questions compliquées. Hein. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'angoisse existentielle, ça je crois que ça va me suivre à vie. Mais je crois qu'on arrive à y voir beaucoup plus clair et à être beaucoup plus fidèle à ce qui nous habite au fond de nous. Beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, beaucoup plus spontané, beaucoup plus aligné. Voilà. La 4e chose aussi qui s'est passée, c'est que j'ai appris à beaucoup relativiser. Donc cette année, j'ai enfin pu vous parler un peu des neuroatypies, de mon hypersensibilité, enfin un petit peu de ces choses-là et de l'autisme notamment, du syndrome autistique que j'ai, qui est pas forcément facile à vivre pour mon entourage et pour moi, n'est-ce pas? Mais cette année, ça a été une année pendant laquelle j'ai beaucoup relativisé, notamment parce que voilà, j'ai appris cette mauvaise nouvelle par rapport à la santé de ma maman, et quand on apprend ce genre de choses, ça permet vraiment de replacer tout au bon endroit. En mode, en fait, tu sais quoi, tous ces problèmes qui ont l'air d'être des problèmes dans ta vie, ça veut pas dire qu'ils n'existent pas, ça veut pas dire que c'est pas des problématiques, mais en fait, tu y donnes trop d'importance par rapport à ce que c'est réellement dans notre vie. Ça t'atteint trop par rapport à, en réalité, l'impact que ça a dans ta vie. Il y a des choses beaucoup plus graves et ça m'a vraiment aidé à relativiser, sachant que j'ai toujours été quelqu'un qui avait du mal à relativiser. Cette année, forcément, quand on a des mauvaises nouvelles comme ça dans un cercle aussi proche, ça permet vraiment de relativiser. Ça a été pareil pour ma santé et ça a été pareil avec ce qui se passe dans le monde, hein, clairement, qui est catastrophique. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais ce qui se passe, moi, dans le monde, c'est je reste extrêmement informée et je regarde beaucoup de petits médias et de médias, en tout cas, qui font pas de brainwashing. Et c'est catastrophique et ça m'a fait verser des larmes plus d'une fois et ça m'a fait beaucoup me questionner par rapport à mon métier, par rapport à ce que je dis et par rapport à mes discours et ce que je peux proposer, parce que je me sens impuissante et que je me sens complètement démunie. Et en même temps, ces choses-là, ça fait profondément relativiser sur l'ampleur de nos problèmes et de nos petits soucis personnels. Ça fait vraiment relativiser sur le développement personnel nombriliste qu'on a parfois dans notre vie, même souvent, faut le dire. Et sur toutes ces choses-là, en fait. Et même le fait de vivre dans un pays où il y a de la pauvreté. C'est pas de la misère, mais c'est de la pauvreté. Enfin, il y a eu de la misère aussi, il y en a de temps en temps, mais c'est vraiment de la pauvreté. Bien sûr, ça fait relativiser. Ça fait relativiser sur plein de choses. Et encore une fois, je crois qu'on arrive vraiment à relativiser quand on... C'est triste, mais par comparaison, et la comparaison, c'est aussi ce qui permet de relativiser parfois. Et d'enlever ses œillères et de savoir dézoomer et de voir la big picture dans le monde en entier, où est-ce qu'on en est, ça permet vraiment de relativiser. Et je préfère que ça m'aide à relativiser plutôt qu'à culpabiliser, parce que la culpabilité, c'est pas forcément quelque chose qui nous sert beaucoup. Notamment, je peux penser aussi à l'éco-culpabilité, ce genre de choses-là. Donc bref, voilà, ça a été vraiment une année pour moi de relativité où je me suis dit, ok, en fait, attends, il y a plein de trucs qui ne sont pas si graves, qui sont pas si importants, pas si prioritaires non plus, notamment dans des objectifs de business ou dans des choses comme ça. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est revenir au bon endroit, prendre soin de mes proches, mettre ma santé et celle de mes proches au premier plan, passer du temps avec mes amis, avec mes parents, avec mon chéri, et envie de construire des choses dans ma vie privée surtout. Alors que toutes ces dernières années, j'ai construit des choses dans ma vie beaucoup professionnelle, j'ai énormément expérimenté, beaucoup construit de choses dans ma vie pro, et cette année, en route aussi pour construire dans la vie perso, parce qu'en fait, c'est le plus important. Faut dire ce qui est, c'est vraiment le plus important. Une autre chose aussi qui a été un super apprentissage pour moi cette année, c'est que ça faisait 5 ans que j'étais nomade et que je me suis enfin installée. J'ai enfin une maison, je me suis enfin posée et je bougerai plus et j'ai plus envie de prendre l'avion et j'ai plus envie d'être nomade, etc. Et j'ai envie de m'enraciner et de m'ancrer surtout quelque part. Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur l'impact que ça a sur notre système nerveux, d'avoir un chez-soi versus de ne pas avoir de chez-soi. L'impact que ça a sur le corps est incommensurable. L'impact que ça a d'avoir des routines, c'est énormissime en fait le truc. L'impact que ça a sur la diminution du stress, sur ma santé, sur mon système immunitaire, sur mon stress oxydatif, sur mon cycle menstruel. J'ai enfin un cycle qui est régulier depuis que je suis installée. Sur mon sommeil, la qualité de mon sommeil, sur la qualité de mes relations, sur mon énergie, sur mes habitudes, sur la capacité qu'on peut avoir aussi à explorer des nouvelles choses. Et c'est là où je me suis dit, c'est génial de tout le temps vadrouiller, de tout le temps bouger et tout, mais en fait l'ancrage, c'est quelque chose qui est tellement important et qu'on néglige. Et on a besoin d'avoir des racines, et on a besoin de revenir à nos racines aussi, on a besoin de s'ancrer, les habitudes et la routine, alors que Bélier, Sagittaire, ascendant Lion, machin, tous ces trucs, moi la routine, c'est vraiment pas mon truc et je suis quelqu'un qui m'ennuie énormément et qui a tout le temps besoin de bouger, tout le temps de faire des tas de trucs. Et en fait, je me suis dit, c'est pas incompatible avec les routines. Et les routines, c'est finalement quelque chose
d'extrêmement important pour envoyer un signal à notre système nerveux que on est en sécurité, que tout va bien, on sait où on est, qu'il n'y a pas d'incertitude, on sait comment ça va se passer, ça permet de nous détendre, ça permet de pas toujours être dans la suranticipation, ça permet d'éviter la charge mentale. Et moi qui suis pas hyper branchée routine, morning routine et tout, finalement, le fait d'avoir des habitudes, d'aller tout le temps au même endroit pour faire du sport, tout le temps au même endroit pour boire mon café, de reconnaître des gens, de reconnaître un décor, etc., je me suis jamais sentie aussi apaisée et aussi prête et aussi organisée et aussi détendue et moins dans le rush que toutes ces dernières 5 années. Finalement, là, ça a été vraiment le moment. Donc cet ancrage, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important à travailler aussi bien dans notre lieu de vie que, énergétiquement évidemment également, mais qu'avec ce qui nous ancre en fait dans la vie. Ce qui nous ancre, nos habitudes, notre racine, nos petites routines qu'on peut avoir, nos petits rituels. Les rituels, ça apprend la patience, ça apprend la lenteur, ça nous permet aussi de nous reconnecter à notre énergie yin, réguler notre système nerveux, prendre le temps de respirer, prendre le temps de méditer si on aime ça. Prendre le temps d'aller faire du sport et ce toujours au même endroit par exemple et d'avoir des horaires fixes et en fait c'est aussi ça, c'est se sensibiliser à notre cycle circadien, d'observer en fait ok faut que je me couche à heure fixe et je me lève à heure fixe et on se rend compte qu'en fait ça a un impact énorme sur la qualité de notre sommeil. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses là qui sont aussi finalement du biohacking et mon chéri d'ailleurs en parle très très bien, il en parle beaucoup si c'est quelque chose qui vous intéresse. Chris Aude sur Instagram et il a aussi un podcast qui s'appelle l'éveil du masculin, il en parle énormément de toutes ces choses-là, du biohacking et tout. Et en fait, moi je crois que j'ai trop négligé cette importance-là et que j'avais beau le savoir, je pensais ne pas en avoir tant besoin que ça. Et quand je vois les bienfaits que ça a eu sur moi d'arrêter de bouger et d'avoir un lieu de vie, c'est quand même quelque chose. Enfin, je crois que le dernier apprentissage qu'il y a eu cette année, dont j'ai envie de vous parler, c'est que je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir constaté. Cette année, j'ai fait un espèce de, entre guillemets, retour en arrière côté spiritualité. Pour moi, c'est pas du tout un retour en arrière, j'ai fait un énorme bond en avant. Mais c'est-à-dire qu'en fait, je suis revenue à quelque chose de beaucoup plus simple et que je suis revenue à quelque chose qui me ressemble beaucoup plus en termes de spiritualité. En fait, cette année, pour moi, ça a été une année de séparation complète avec tout ce qui est dogmatique. Toute la spiritualité ultra dogmatique, avec trop de règles, trop de il faut se tenir comme un bambou avec un bâton de bienséance dans les fesses, comme je vous en ai parlé lors du dernier épisode. Il faut s'habiller comme ceci pour paraître être spirituel, et puis moi je m'assois comme ça, et puis je channel comme ça, et puis tu te rends compte tout ça c'est très protocolaire, et puis quand t'es spirituel tu peux pas faire ça, et puis tu peux pas faire ci, et puis il y a ci, il y a ça. Et en fait je sais pas pourquoi cette année j'ai eu envie de vomir tout cet aspect de la spiritualité, je crois que j'ai fait un trop plein, je crois que j'ai trop baigné dedans aussi. Et pourtant, je trouve que je m'en suis toujours tenue plus ou moins loin, mais je m'en suis quand même trop laissée imprégner. Et j'ai vraiment eu en fait un énorme haut le cœur en tout début d'année, janvier-février, en mode mais attends, c'est pas du tout toi, ça te ressemble pas, t'as une valeur fondamentale qui est la liberté, t'as toujours été quelqu'un de très libre, très feu, très spontané, avec des idées assez précises, difficiles à manipuler et tout. Et en fait, voilà, ça a été un énorme bond en avant de retour en arrière, de plus aucune spiritualité dogmatique du style oui, alors la loi de l'attraction, tu comprends, le verbe est créateur, ta pensée est créatrice, alors attention à tout ce que tu vas dire, ça faut pas le prononcer parce que sinon tu vas créer ça, etc. C'est des énormes conneries et des énormes incompréhensions de ce que c'est réellement que la loi de l'attraction ou que la manière dont on va créer finalement que notre pouvoir. En fait, c'est une énorme incompréhension, je trouve, de notre pouvoir créateur. C'est des surinterprétations, etc. Et c'est aussi comme tous ces trucs de « Ah, j'ai vu 11h11 sur mon téléphone, alors c'est tellement une synchronicité », mais pas du tout, en fait. Pas du tout, toutes ces choses. C'est vraiment du dogme, on peut appeler ça du New Age. Après, dans le New Age, il y a aussi des trucs cool, hein. Vraiment, donc voilà, mais c'est toutes ces choses que j'ai vraiment voulu laisser en arrière parce que c'est des trucs pour moi qui nous perchent complètement, qui nous éloignent complètement de notre spontanéité et que je ne cesserai de le répéter, la spiritualité c'est tellement simple et tellement accessible. Et quand on va danser, quand on va faire l'amour, quand on va connecter avec des tribus, quand on va manger, quand on va pratiquer, quand on va dormir, il y a déjà tellement de choses qui nous connectent à notre spiritualité de tous les jours et ça commence par nos ressentis, par nos perceptions, par ce qui se passe entre nos mains, par ce qui se passe avec notre sexualité, par ce qui se passe dans nos souvenirs, dans nos rêves, il y a tellement de choses. Et voilà.
Et du coup, j'ai eu envie de m'extraire à tout prix de tous les dogmes et de reconnecter en fait à la part superficielle de moi-même. Celle qui kiffe les réseaux sociaux dont c'est le job, celle qui a des mèches blondes, celle qui aime les trucs qui sont beaux, enfin un petit peu toutes ces choses-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je vis ma propre spiritualité et que j'ai plus du tout envie de baigner dans tout ce qui va être dogmatique, qui finalement véhicule aussi vraiment beaucoup de peur, à savoir, faut pas faire ça, sinon tu vas avoir ça. Faut pas dire ça, faut pas penser ça, sinon ça va être le karma, ça va être ceci, ça va être la punition. Tout ce qui est punition, ça va se retourner contre toi, Dieu va te punir et toutes ces choses-là, pour moi, c'est extrêmement dogmatique. Il y a des gens à qui ça va convenir, notamment dans les religions, etc. Et donc c'est pas un jugement de ma part, mais moi, ça ne me convient absolument pas. Et j'ai profondément envie d'en profiter, de vous partager tout ça pour vous dire de constamment, s'il vous plaît, garder un esprit critique et garder du recul. Parce qu'il y a une des choses, moi, qui me désole aujourd'hui dans le monde, et je le vois énormément aussi avec mon métier, c'est que j'ai la sensation que les gens perdent leur esprit critique. Que tout ce qu'on va dire, c'est gobé, mais un truc de fou en fait. Tout ce que les politiques vont dire, c'est gobé, ça veut dire que c'est la vérité. Ce que les médias vont dire, c'est gobé, ça veut dire que c'est la vérité. Mais même ce que moi je vais vous dire, il y a plein de gens qui le gobent en pensant que c'est la vérité. Et je suis désolée d'utiliser gobé, il y a rien de méchant là-dedans, mais c'est aussi pour ça que, franchement, il faudrait que je fasse un épisode entier, je pense, de podcast là-dessus, sur le fait de dire qu'en fait, si vous êtes fan, c'est pas que c'est pas normal, mais c'est pas sain. Si vous êtes fan, c'est pas sain. Je suis désolée, si vous êtes fan, c'est pas sain. Même si vous êtes fan de moi, c'est pas sain. Remettez en question perpétuellement ce qu'on vous dit. Dans le sens, c'est pas qu'il faut jamais se fier aux gens, pas du tout. Mais c'est juste, prenez ce qui résonne pour vous. Gardez votre esprit critique de est-ce que ça vous parle. Vous pouvez prendre du recul et d'être fan de quelqu'un. C'est le placer dans une posture ascendante par rapport à vous, et c'est gober la vérité de quelqu'un en fait. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est pas sain. Donc je ne cesserai de le répéter, dans le milieu spirituel et le milieu de développement personnel, s'il vous plaît, gardez votre esprit critique. Ça veut pas dire continuez à critiquer, soyez des haters. C'est pas du tout ce que je veux dire. Quand je dis garder votre esprit critique, c'est quand on vous dit quelque chose, au lieu de penser qu'on vous dit la vérité, vous le regardez, ok, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas, est-ce que vous, dans votre système, il y a des nuances. Ça veut pas dire qu'on est obligé de le dire à la personne, je le précise. Il y en a parfois qui m'écrivent en me disant, moi je suis pas du tout d'accord avec ton épisode, ok, c'est cool, mais en vrai j'ai rien à répondre, moi je suis d'accord que vous soyez pas d'accord avec moi, donc vous pouvez m'écrire en étant en colère, mais bon, il y aura pas d'échange, je veux dire, c'est complètement ok pour moi qu'on soit pas d'accord, et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a de l'esprit critique, qu'il y a encore du recul, et c'est très 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 important. Et j'ai vraiment la sensation parfois que c'est quelque chose qui se perd et que c'est une vérité absolue et que c'est gobé absolu et que c'est vraiment... en fait, j'ai vraiment la sensation que beaucoup de gens sont de plus en plus manipulables. Et même moi, parfois, dans ma posture, ça me fait peur. Je me dis, mais en fait, attends, moi, j'ai pas envie de manipuler les gens, donc je suis tout le temps en train de dire, s'il vous plaît, ce que je dis, c'est ma perception, c'est pas la vérité, remettez ça en question. Mais des fois, j'ai la sensation que ça suffit pas. Et bon, j'ai encore pas trouvé comment faire, faut le dire. Mais à part vous faire passer ce message-là, dans la spiritualité, dans le développement personnel très particulièrement, gardez votre esprit critique, gardez du recul, toujours remettez en question. On est des humains tous autant qu'on est, même les gens qui disent, qui canalisent ou je sais pas quoi. Notre ego, il vient là-dedans. Notre ego, il interfère dans le processus, étant donné que on est humain, donc c'est normal. Donc voilà, je crois que c'est super important pour moi de s'extraire des dogmes parce que ça permet une meilleure pensée, une pensée qui est plus intelligente, une pensée qui a beaucoup plus d'esprit critique, plus de recul, une faculté critique, je dirais, et du coup une pensée qui est beaucoup moins hypnotique, sous hypnose, et qui va être beaucoup moins perméable finalement. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu m'extraire un peu de tous ces dogmes et tout ce format de spiritualité New Age, ou en tout cas dogmatique aussi. C'est que j'ai une pensée qui est très critique, et mon esprit critique, c'est un de mes plus grands atouts, je pense, depuis que je suis gamine. C'est aussi pour ça que je fais sûrement ce métier-là. Et en fait, j'ai pas envie de m'en défaire, et je crois que c'est ce qui permet d'avoir une pensée intelligente, mesurée, et de rester en permanence alignée, plutôt que d'être perméable aux projections de tout le monde et à la vérité de tout le monde. Il n'y a pas de vérité, il y a que des vérités qui cohabitent. Voilà.
Donc c'est tout ce que j'avais envie de vous faire passer pour cette année. Mais bon, on se retrouve la semaine prochaine, en début d'année, pour de nouvelles choses pour 2024. Je sais pas encore ce que je vais vous préparer, mais bon, je pense que ça va être cool. Et voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, ou en DM, ou en story, ou comme vous voulez, vos grands apprentissages. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Et je serais surtout très heureuse, si vous en avez envie, de me partager en commentaire, par exemple. Ça a été quoi l'épisode de cette année du podcast qui vous a permis d'avoir le plus d'insights, le plus de déclics, le plus de transformations, ou qui a vraiment été game changer pour vous. Je serais vraiment heureuse de pouvoir lire ça, parce que c'est toujours super important, puis je sais que chacun va répondre un truc différent, et ça me permet aussi d'apprendre à vous connaître. Voilà. Donc encore merci du fond du cœur pour tout votre soutien cette année, votre confiance, votre présence. Continuez, merci pour votre soutien, juste soyez pas fan, mais soyez toujours soutenants, merci du fond du cœur. Je vous embrasse très fort, je vous aime fort, et je vous dis à l'année prochaine, dans une semaine. Bye bye!